Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Philoptère dans laquelle nous allons parler de la notion d'art et du concept de beauté. En un premier temps, essayez vraiment de distinguer dans votre esprit l'art comme objet d'art et l'art comme activité proprement humaine. Car si l'on ne distingue pas les deux, il va y avoir une grosse difficulté au niveau de la compréhension des caractéristiques du jugement esthétique. Car en effet, un jugement esthétique ne sera pas le même s'il se base sur ses sens pour identifier la beauté ou la qualité d'un objet artistique, et ne sera pas du tout le même lorsqu'il va simplement faire appel à son intelligence pour réussir à comprendre l'idée qui a été incarnée dans un objet d'art à travers l'activité artistique et à travers l'acte créateur de l'artiste. Autre point important, il faut aussi considérer que la vision de l'art va évoluer en fonction des différentes époques dans lesquelles on va se situer. À l'époque par exemple de la Grèce antique, il va y avoir deux visions que l'on peut considérer comme importantes de l'art. La première, c'est l'art comme quelque chose d'illusoire et de faux, on le trouve chez Platon notamment, qui va accuser les artistes de simplement représenter quelque chose et non pas de donner la vérité sur cet objet-là. Platon, par exemple, va utiliser l'idée d'un lit. L'idée de lit, c'est le concept de lit, son essence qui est générale, que l'on retrouve dans tous les lits, à savoir quelque chose qui nous permet de dormir, quelque chose qui est confortable, sur lequel on s'allonge. Il va y avoir ensuite un deuxième objet qui va être l'objet particulier, le lit qui est fabriqué par le menuisier. Et en toute dernière catégorie, nous allons avoir l'objet qui est la peinture d'un lit, qui est faite par le peintre. Cette peinture représente un lit, mais ne nous donne aucune information au regard des qualités de l'objet et de l'idée. Ainsi, pour Platon, les poètes doivent être virés de la cité, par exemple, parce qu'ils parlent du faux, ils ne donnent pas la réalité de l'idée et de son essence. Une autre vision, c'est celle d'Aristote, un peu plus tard, qui va montrer l'art comme, finalement, la réalisation et l'aboutissement de la nature à travers son imitation, c'est-à-dire que l'homme doit imiter la nature pour faire office d'art, car la nature est belle. On trouve cette idée-là notamment dans la poétique d'Aristote, dans lequel il nous donne des règles qui sont censées imiter le mouvement naturel d'une histoire qui est vécue par un individu. Passons maintenant à une deuxième période, la période de la Renaissance, dans laquelle l'art va être profondément lié au savoir-faire technique, à une certaine forme de techné, à travers ce que l'on appelle les beaux-arts, qui identifient la beauté et l'harmonie d'un tableau ou d'une œuvre artistique en fonction de la qualité technique de sa réalisation. On va ainsi questionner l'harmonie avec l'utilisation du nombre d'or, ou simplement réfléchir à des lignes de fuite pour représenter un relief. On finit ensuite avec l'époque contemporaine, qui va progressivement se détacher de l'objet d'art pour plutôt s'intéresser à l'incarnation d'une idée ou d'un idéal à travers l'acte créateur. Ainsi, ce ne sont plus les sens de l'objet, les sens qui vont nous permettre d'identifier les caractéristiques physiques d'un objet qui sont importants, mais bien plus la réflexion intellectuelle sur le rôle de l'art dans la société ou dans un autre cadre. Vous l'avez donc compris, on va faire une distinction radicale entre l'objet d'art et l'art en soi lié à l'activité humaine. Si l'on se pose la question de l'objet d'art, on pourra dire qu'en un premier temps, le jugement esthétique, le jugement artistique va se baser sur nos sens, donc sur les qualités physiques d'un objet, et on va se questionner sur ce qui fait l'objet d'art à travers ses qualités physiques. Mais bien plus, on va se rendre compte que ce n'est pas uniquement nos sens, mais le sens qui est important, c'est-à-dire la signification de l'objet d'art et de l'activité artistique. Et nous conclurons en montrant justement que l'art est avant tout l'incarnation d'une idée et d'un idéal. Si vous avez bien compris ces trois parties, vous allez voir, c'est assez simple. C'est parti, on se lance. Alors en un premier temps, effectivement, si on se questionne sur l'art qui touche nos sens, on considère l'art comme un objet esthétique, un objet physique, duquel on va tirer des caractéristiques qui vont soit nous plaire, soit nous déplaire. Cependant, il faut garder à l'idée une caractéristique particulière de l'art. On doit considérer l'art comme profondément inutile. Pourquoi ? Car tout ce qui est utile est trivial, il est lié à la survie de l'espèce, à la survie de l'individu, et c'est souvent consommé pour réussir à satisfaire des besoins. Ainsi, lorsque l'art est considéré comme inutile, ce n'est pas uniquement négatif comme vision, c'est surtout pour montrer que l'art est supérieur aux autres activités et aux autres objets qui sont fabriqués par l'homme au quotidien. L'art a donc un statut tout à fait particulier, et c'est ce que Kant va nous montrer en différenciant deux types d'art, l'art mercantile et l'art libéral. L'art mercantile serait justement un objet d'art qui serait consommé, qui toucherait un plaisir, qui toucherait une volonté de satisfaire quelque chose, tandis que l'art libéral serait un art gratuit, inutile, profondément inutile, qui a simplement pour objectif de représenter la beauté dans son absolu. Vous l'avez compris, l'art libéral, c'est le véritable art. Ainsi, si l'objet d'art a des caractéristiques physiques, il doit être censé quand même émoustiller d'une certaine manière nos sens et créer une émotion chez nous.
On va donc prendre en considération que cette émotion peut être positive comme négative et que le jugement de chacun doit peut-être diverger en fonction de la perception d'un individu ou d'un autre. Cependant, il va falloir distinguer pour cela deux types de jugement, deux types de plaisir par rapport à l'œuvre d'art. C'est ce que Kant encore va nous dire. Il faut distinguer l'art qui va être un art d'agrément et un art qui va être plutôt un art esthétique. En effet, l'art d'agrément va être censé toucher des points de vue personnels, quelque chose qui nous plaît personnellement, on va y trouver un intérêt lorsque l'on va regarder cette œuvre d'art. C'est notamment le cas des œuvres d'art ou des posters que l'on va afficher chez nous, parce qu'on le fait parce qu'ils nous font plaisir. On a envie justement de ressentir quelque chose de positif par rapport à cela. L'art esthétique, quant à lui, est totalement différent, car en effet, cet art-là est censé être gratuit. Nous ne cherchons rien dans cet art-là, au contraire, nous sommes simplement pénétrés de la beauté et de l'harmonie de l'objet d'art face auquel nous sommes confrontés, et nous nous contentons simplement de recevoir cette beauté-là. Ainsi, vous pouvez le prendre en compte, on pourra distinguer cet art d'agrément qui est simplement lié à un goût personnel, à l'art esthétique qui est lié presque à une appréciation intellectuelle, voire même absolue. On le verra un peu plus tard dans cette vidéo. Si l'on continue sur cette vision qui est liée à une appréciation intellectuelle, on commence progressivement à se détacher des qualités physiques de l'objet d'art pour réussir à rentrer non pas dans l'objet, mais au niveau de l'interprétation de l'objet par l'esprit humain. On se rend compte donc qu'il pourrait y avoir finalement un jugement esthétique et la présence de l'art uniquement avec la présence d'un être humain qui interprète un objet comme étant un objet artistique. C'est-à-dire qu'un objet, même artistique, qui serait seul présent dans la nature sans aucun esprit pour le contempler, ne serait pas artistique car il n'y aurait pas de jugement de valeur à son propos. D'une manière un peu plus développée, finalement, la beauté chez Kant et dans l'œuvre d'art va donc être interprétée d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que c'est une forme qui va toucher notre imagination par rapport à l'harmonie de l'objet. Résultat, ce ne sont pas les qualités purement physiques de l'objet qui nous intéressent dans la beauté artistique de cet objet, ce sont bien entendu l'agencement des formes et leur harmonie qui vont toucher notre imagination. Il faut ainsi faire une distinction entre l'utilisation de pigments, la disposition de la toile ou les couleurs, et un ensemble qui va donner une impression à notre imagination et va nous toucher. C'est pour cela d'ailleurs que Kant va distinguer le jugement de goût du jugement purement esthétique, car le jugement de goût c'est un jugement que l'on va faire soi-même sur des qualités propres physiques à l'objet, ainsi on pourra dire chacun son goût, tandis que le jugement esthétique lui va être développé de manière un peu plus générale, va toucher une beauté quasi universelle qui plaît donc universellement son concept, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à expliquer pourquoi cela nous plaît, car cela va plaire à tout le monde, c'est une beauté absolue. Vous l'avez compris, c'est un peu particulier chez Kant, parce que Kant apprécierait finalement l'existence d'une beauté vraiment absolue et totale, ce qui n'est sans aucun doute pas possible au jour le jour, car notre jugement de goût semble être plus important et plus présent régulièrement que notre jugement esthétique. Cependant, si l'on suit son raisonnement, on pourrait comprendre que nous sommes face à une beauté absolue, une forme pure qui touche notre imagination, à partir du moment où toutes les personnes qui contemplent cette beauté sont d'accord pour dire que c'est beau, sans pour autant vouloir l'expliquer. Néanmoins, même si les caractéristiques physiques de l'objet d'art ne sont pas si intéressantes que ça, et que l'appréciation esthétique demande justement une réflexion intellectuelle, on peut cependant dire que l'essence reste tout de même assez important, car c'est ce qui nous permet tout de même de rentrer en contact avec l'objet d'art. Cependant, si l'on développe un peu, on se rend compte que l'intellect cherche à donner du sens à l'œuvre d'art qu'il contemple, pour réussir à la comprendre. Même si, bien entendu, comme vous l'avez vraiment remarqué avec Kant, ici il n'y a pas réellement de réflexion lorsque nous sommes confrontés à une beauté absolue, à la forme pure qui touche notre imagination, car cette beauté-là ne peut pas être expliquée. Il y aura donc finalement une certaine forme de beauté dite adhérente chez Kant, qui est une beauté que l'on pourrait chercher à expliquer et qui nous plaît personnellement, en opposition avec la véritable beauté qui, elle, justement, ne demande aucune signification et touche purement l'imagination. Bien, trêve de blabla, on va dépasser un peu cette notion de beauté chez Kant et se poser la question, justement, si à partir du moment où l'on donne du sens à une œuvre d'art, il ne devrait pas y avoir des règles pour réussir à soit identifier sa beauté, soit réussir à comprendre comment est-ce qu'elle est créée. Car s'il y a une certaine forme d'harmonie, il doit y avoir donc une logique à l'intérieur de la création de cette œuvre d'art. Quand, par exemple, vous contemplez Guernica de Picasso, vous vous rendez compte qu'une certaine forme de cohérence se génère à travers la vision de ce tableau. Les couleurs qui sont utilisées, les formes géométriques semblent nous faire ressentir quelque chose d'important que nous arrivons progressivement à comprendre. Au-delà finalement d'une inspiration quasi divine que Platon donnerait aux artistes, il y a ainsi l'idée que la beauté artistique viendrait de l'harmonie et d'une réflexion propre à l'artiste. Ainsi même, Kant va nous dire que le génie, ça va être la personne qui va donner ses règles à l'art, c'est-à-dire une personne qui est capable profondément d'interpréter la création d'une œuvre d'art, de lui donner sa propre cohérence au sein d'une seule unité.
Il faut ainsi distinguer réellement la cohérence absolue de toutes les œuvres d'art, qui n'est pas possible, et la cohérence d'une œuvre d'art singulière parmi tant d'autres. Ici, ce que Kant est en train de nous expliquer, c'est que le génie, c'est celui qui va réussir à créer une œuvre d'art harmonieuse qui a ses propres règles, des règles uniques qui sont propres à une seule œuvre d'art. Et c'est pour cela que cette œuvre d'art et cet artiste peut être considéré comme un exemple pour Kant, car, en effet, à partir du moment où une œuvre d'art a ses propres règles, on va essayer, nous, spectateurs ou nous, fans de cet artiste, de comprendre justement les règles qui régissent la construction de cette idée-là. C'est pour cela, par exemple, qu'un nombre incalculable de personnes interprètent des films, essaient de comprendre comment est-ce qu'ils sont montés, la signification de différents plans visuels, pour réussir à comprendre la cohérence interne de l'œuvre. Ainsi, identifier la beauté, identifier le rôle de l'œuvre d'art à travers un jugement esthétique reviendrait, si on suit la pensée de Hegel, à remonter le fil de l'œuvre d'art à travers la beauté pour rejoindre l'idée qui a donné forme à l'œuvre d'art. Ainsi, à l'origine même de la création artistique et de la création de la beauté dans l'œuvre d'art, il y aurait une idée. Si on prolonge un peu cette réflexion de Hegel, on se rend compte que plus on avance dans le temps, plus ce n'est plus une recherche d'harmonie dans l'art, mais bien plus une recherche d'incarnation de l'idée à travers un objet matériel et physique. L'idée étant quasiment absolue et abstraite, il devient difficile de vouloir l'incarner dans un objet, et toute l'attention va ainsi se porter sur cette incarnation dans l'objet. Réussir à transmettre une idée à travers une œuvre d'art qui pourrait être comprise par les personnes, les spectateurs qui vont l'observer. De cette manière, on va passer d'une volonté de représenter le beau à une volonté de représenter une simple idée. Néanmoins, je souhaiterais faire une petite parenthèse en utilisant encore notre cher ami Nietzsche, qui détruit à peu près tout sur son passage. Et Nietzsche, quant à lui, va interpréter la notion de beauté et la notion de laideur d'une autre manière. Je trouve ça assez intéressant, donc je vous en parle, ça pourra vous servir notamment pour une synthèse en dissertation. Nietzsche va interpréter la représentation que nous avons de la beauté et l'attirance que nous avons vis-à-vis de la beauté comme une sorte d'attirance pour ce qui représente la force, la vie et quelque chose de positif dans la survie de l'espèce. A l'opposé, finalement, la laideur va représenter la déchirure, le chaos, finalement tout ce qui est lié à la corruption de l'être humain et à sa dégradation. Ainsi, nous fuyons la laideur, non pas parce qu'elle ne nous plaît pas, mais parce qu'elle représente notre mort, tandis que l'harmonie et la beauté nous intéressent, car elles représentent le meilleur de l'espèce humaine et de son évolution. Bon, de manière générale, là vous remarquez que pour Nietzsche, ici, le jugement esthétique est toujours et encore lié à nos tripes, c'est-à-dire à nos émotions profondes qui sont liées à notre caractère quasiment animal. Dépassons un peu Nietzsche, retournons vers Hegel. Ici, si Hegel nous dit que le beau est l'incarnation d'une idée dans un objet, on peut se demander si l'objet artistique est si important que ça. En effet, le rôle de l'artiste ne serait pas plutôt d'essayer de trouver et de toucher du doigt une idée ou un idéal. Pour cela, il faut vraiment distinguer la notion d'idée et d'idéal. L'idée, c'est quelque chose que l'on pense, c'est quelque chose d'abstrait qui peut être incarné dans un objet à travers notamment l'utilisation de symboles. Au contraire, l'idéal est tellement absolu qu'il semblerait être difficile de l'incarner dans un objet particulier. Et tout le rôle de l'art va être justement de suggérer un idéal à travers un objet qui est singulier, particulier, et donc qui n'est pas absolu, au contraire de l'idéal. Il peut donc y avoir différents rôles d'artistes, par exemple l'artiste engagé qui peut avoir un idéal politique ou un idéal social. C'est le cas de Banksy qui va faire des tags un peu dans les rues pour dénoncer certains problèmes de la société. Mais d'une autre manière, il peut y avoir également des artistes qui vont chercher un idéal de beauté, comme par exemple l'artiste qui est symbolisé par l'albatros dans le poème de Baudelaire. L'albatros qui vole au-dessus des nuées et qui contemple finalement le commun des mortels en essayant de toucher l'éther, de toucher une sorte d'absolu artistique. Ainsi, on se rend compte que même chez Hegel, la modernité artistique sera de se détacher de l'objet pour réussir à s'intéresser bien plus à l'idée et à l'idéal. C'est l'acte créateur qui devient primordial. On le voit justement avec tout ce qui est happening et tout ce qui est installation, qui sont censés être souvent éphémères dans l'art contemporain et qui sont censés représenter une idée incarnée en un instant, à un moment donné. De la même manière, gardez à l'esprit que la performance artistique, telle qu'une pièce de théâtre ou un spectacle de danse, garde cet esprit justement de la performance et de la création artistique dans l'instant. Néanmoins, on peut garder quand même un point positif sur la question de l'objet artistique. C'est ce que va nous dire Hannah Arendt. Pour Hannah Arendt, l'objet d'art reste cependant extrêmement important même à l'époque contemporaine, car l'objet d'art, l'œuvre d'art est considérée comme immortelle. Elle est rentrée dans le cadre d'une culture qui est commune, d'une culture quasi universelle. L'objet d'art n'est donc pas un objet de consommation, on ne cherche pas à l'absorber, on ne cherche pas à le détruire pour réussir à satisfaire un besoin. Il dépasse cette caractéristique et il est donc entretenu pour réussir à perdurer dans le temps. C'est pour cela, par exemple, que la Joconde est retenue sous une sorte de couche de plexiglas et protégée par des personnes qui la surveillent, justement pour qu'elle ne soit pas dégradée. Elle représente ainsi bien plus que son matériau physique d'origine,
elle représente finalement un objet culturel qui va marquer une époque. En suivant cette logique, on peut penser au philosophe Bazin, qui va montrer que l'acte créateur, l'acte de création d'une œuvre artistique, est symbolique aussi d'une volonté d'immortalité, car en créant un objet d'art, on crée quelque chose qui va nous perdurer et qui va nous dépasser. Ainsi, on a fini sur notre questionnement sur l'art et la beauté. Rendez-vous compte, bien entendu, que la beauté est profondément liée à l'art, mais une œuvre d'art peut être laide, peut ne pas être belle, justement si on prend le point de vue de l'époque contemporaine, qui n'interprète pas l'objet d'art du point de vue de son harmonie, mais bien au-delà, au niveau de l'idée et de l'idéal qu'il va incarner. Gardez vraiment à l'esprit que cette opposition entre objet d'art, art, beauté et laideur est profondément liée à l'histoire de l'art, et gardez à l'esprit justement ces trois époques, l'époque antique, l'époque de la Renaissance et l'époque contemporaine, pour réussir à bien penser l'objet d'art et comprendre ses enjeux. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!